Et si un simple bouton d'uniforme pouvait contenir la mémoire oubliée d'un soldat parti mourir, loin de chez lui. En mai 1912, sur la place de la République à Paris, 3 enfants bourgeois posent aux côtés de soldats venus du Sénégal. À première vue, ce n'est qu'une photographie officielle, mais derrière les sourires forcés se cache une vérité douloureuse, celle d'hommes invisibles, utilisés puis rejetés par l'Empire. Des décennies plus tard, ce même bouton va réapparaître au Sénégal et bouleverser tout ce que l'on croyait oublier. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatisée, inspirée de faits historiques réels, qui nous rappellent pourquoi certaines promesses ne disparaissent jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à partager des histoires comme celle-ci, pleines de mémoire, de douleur et d'enseignements humains. Pauline Morel avait 9 ans quand elle a posé pour cette photo, mais elle ne savait pas qu'elle tenait la main d'un homme qui mourrait pour un pays qui ne voulait pas de lui. Si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi un simple bouton d'uniforme a voyagé pendant 60 ans entre Paris et Saint-Louis du Sénégal, et comment la promesse d'une enfant a sauvé un homme de l'oubli total. Cette photo a été trouvée dans une vieille malle poussiéreuse, en 1972, quand Pauline vidait l'appartement de son père décédé. Les archives militaires de Vincennes confirment que ce jour-là, le 14 mai 1912, 3 soldats du 16e régiment de tirailleurs sénégalais étaient en permission à Paris. Mais regardez attentivement leur visage. Voyez-vous ce sourire forcé sur les enfants? Et cette raideur dans la posture des soldats? C'est le sourire de ceux qui ne se comprennent pas, mais qui partagent le même cadre pour l'éternité. Pauline Morel, fille d'un marchand de tissus du Marais, jouait ce matin-là sur la place de la République avec ses frères André et Claire. Le recensement parisien de 1912 confirme que la famille Morel habitait au 47 rue des Francs-Bourgeois, à 15 minutes de marche de la place. Son père, Édouard Morel, importait des soieries de Lyon et vendait aux bourgeois du quartier. Sa mère, Marguerite, organisait des thés de charité pour les pauvres de Paris, mais ne voyait pas la pauvreté de l'âme qui habitait les hommes en uniforme colonial. Ce matin de mai, Pauline tenait un ballon rouge qu'un vendeur ambulant lui avait offert. Elle riait avec l'insouciance des enfants qui n'ont jamais connu la faim. Mais quand elle a vu les 3 soldats noirs en uniforme bleu horizon, elle s'est arrêtée net. Quelque chose dans leurs yeux la troublait. Une tristesse qu'elle ne comprenait pas, mais qui la touchait profondément. L'un d'eux, le plus grand, s'appelait Bakary Diouf. Les registres militaires indiquent qu'il avait 23 ans, qu'il venait de Saint-Louis au Sénégal, et qu'il s'était engagé volontairement en croyant aux promesses de citoyenneté française. Dans sa poche, il gardait une photographie décolorée de Fatou, sa fiancée promise depuis l'enfance, qu'il ne reverrait jamais. Il ne savait pas encore qu'il ne recevrait jamais de réponse aux lettres qu'il envoyait à sa mère. Il ne savait pas qu'elle ne savait pas lire. Henri Delmas, le photographe du journal Le Petit Parisien, avait été engagé pour immortaliser la fraternité entre la métropole et ses colonies. Son carnet, conservé aujourd'hui au musée Carnavalet, révèle qu'il cherchait une image qui montrerait l'harmonie de l'Empire français. Mais quand il a vu ses enfants français jouer près des soldats africains qui les regardaient sans oser s'approcher, il a compris qu'il allait capturer autre chose. Quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus douloureux. Les soldats étaient venus à Paris pour un défilé militaire, une exhibition destinée à montrer la puissance de l'Empire. Ils dormaient dans des baraquements glacés près de la porte de Vincennes, pendant que les soldats français avaient des logements chauffés. Le rapport médical militaire de l'époque mentionne les conditions insalubres dans lesquelles vivaient les troupes coloniales, mais personne ne s'en souciait vraiment. Ils étaient là pour être vus, pas pour être considérés. Pauline s'est approchée lentement. Sa mère a voulu la retenir, mais Henri Delmas a fait signe que c'était parfait pour la photo. La petite fille s'est placée à côté de Bakary, son ballon rouge contrastant avec l'uniforme sombre. André, son frère de 7 ans, répétait les mots qu'il avait entendus la veille au café. Des mots cruels sur les nègres qui ne devraient pas porter l'uniforme français. Claire, 5 ans, se cachait derrière sa mère,
effrayée par ces hommes si différents. Mais Pauline regardait Bakary dans les yeux. Elle voyait quelque chose que les adultes refusaient de voir. Elle voyait un homme qui avait peur, un homme qui était loin de chez lui. Un homme qui souriait avec ses lèvres, mais pleurait avec ses yeux. C'est alors qu'elle a remarqué le bouton. Un bouton doré de l'uniforme de Bakary qui pendait, prêt à tomber. Sans réfléchir, elle a tendu la main pour le prévenir, mais sa mère l'a tiré en arrière. Le bouton est tombé dans l'herbe. Bakary ne l'a pas remarqué. Mais Pauline si. Après la photo, pendant que les adultes discutaient, elle s'est glissée discrètement et a ramassé le bouton. Elle l'a caché dans sa poche, comme un trésor secret. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que c'était important, que ce petit morceau de métal doré était plus qu'un simple bouton. C'était un lien, une promesse silencieuse. De retour à la maison, elle a demandé à sa mère pourquoi les soldats ne souriaient pas sur la photo. Marguerite Morel, embarrassée, a détourné le regard. Comment expliquer à une enfant ce que même les adultes ne voulaient pas comprendre? Comment dire que ces hommes étaient là sans vraiment être là? Qu'ils existaient dans l'ombre de l'Empire, visibles seulement quand on avait besoin d'eux pour mourir. Cette nuit-là, Bakary écrivait dans son journal intime, conservé aujourd'hui aux Archives nationales d'Outre-mer. Il racontait sa journée, la photo avec les enfants français, le regard de la petite fille aux yeux curieux. Il écrivait en français hésitant, appris en lisant les journaux abandonnés dans les cafés. Il écrivait qu'il avait vu dans les yeux de cet enfant quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans ceux des adultes. De la reconnaissance, comme si elle le voyait vraiment. 6 mois avant cette photo, Bakary Diouf marchait encore pieds nus sur le sable brûlant de Saint-Louis. Les archives coloniales confirment qu'il était fils de pêcheur, l'aîné de 7 enfants. Quand les recruteurs français sont venus promettre la citoyenneté et un salaire régulier à ceux qui s'engageraient, il a vu une chance d'échapper à la misère. Sa mère a pleuré, mais il lui a promis qu'il reviendrait. Il ne savait pas qu'elle garderait ses lettres sans jamais pouvoir les lire, les montrant au vieux maître d'école qui mentait en disant que son fils allait bien. Paris en 1912 était une ville de contraste que les documents de l'époque décrivent comme le centre du monde civilisé. Mais pour Bakary et ses compagnons, c'était un labyrinthe froid, où chaque regard était une accusation silencieuse. Ils marchaient en formation dans les rues pavées, leurs pieds habitués au sable souffrant dans des bottes trop petites prêtées par l'armée. Les Parisiens les regardaient comme on regarde des animaux de cirque, fascinés mais distants, curieux mais méfiants. Dans le baraquement glacial de la porte de Vincennes, Bakary partageait sa maigre ration avec Mamadou, un jeune de 18 ans qui pleurait chaque nuit en appelant sa mère. Les soldats sénégalais avaient créé leur propre famille de fortune, se soutenant mutuellement dans cet enfer déguisé en honneur militaire. Ils chantaient ensemble les chants de leur terre, créant des moments de beauté pure dans la grisaille parisienne. Ces chants résonnaient dans la nuit, mais personne ne les écoutait vraiment. Personne sauf une vieille marchande du marché de Belleville. Madame Rousseau vendait des fruits au marché depuis 30 ans. Le jour où elle a vu Bakary et 2 autres soldats regarder avec envie ses pommes, elle leur en a donné gratuitement. « Vous êtes aussi les fils de quelqu'un », leur a-t-elle dit en essuyant une larme. Son propre fils était mort en Algérie, et elle savait ce que c'était que d'attendre des nouvelles qui ne viendraient jamais. Bakary a gardé le trognon de cette pomme pendant des semaines, comme un talisman contre le désespoir. Mais tous n'étaient pas comme Madame Rousseau. La plupart des Parisiens évitaient les soldats coloniaux. Les enfants leur jetèrent des pierres en riant, sans comprendre l'humiliation qu'ils infligeaient. Les adultes changèrent de trottoir. Les cafés refusèrent de les servir. Bakary apprenait à survivre dans cette invisibilité forcée, mais parfois, la rage montait en lui. Une rage qu'il étouffait en regardant la photo de Fatou, en se rappelant pourquoi il était là. Le sergent Dubois était différent. Vétéran de la campagne d'Algérie, il avait vu trop de morts pour encore croire aux hiérarchies raciales. Il traitait les Sénégalais avec un respect que ses collègues ne comprenaient pas. Les registres militaires mentionnent ces rapports où il dénonçait les conditions de vie des troupes coloniales,
rapport qui était systématiquement ignoré par ses supérieurs. Il enseignait le français à Bakary pendant les rares moments de repos, voyant en lui une intelligence que l'uniforme ne pouvait pas cacher. C'est Dubois qui avait organisé la permission pour le défilé du 14 mai. Il voulait que ces hommes voient Paris autrement que depuis les casernes. Mais le défilé s'est transformé en humiliation. Une partie de la foule a hué les soldats coloniaux, criant qu'ils étaient trop étrangers pour représenter la France. Bakary a senti chaque insulte comme un coup de poignard. Il a serré les dents, maintenu le rang. Mais cette nuit-là, il a écrit dans son journal caché sous sa paillasse que les Français utilisaient leur force mais ne voyaient pas leur visage. Pendant ce temps, dans le quartier du Marais, Pauline Morel ne pouvait pas oublier les soldats de la place. Elle posait des questions qui embarrassaient ses parents. Pourquoi dormaient-ils dans le froid? Pourquoi les gens leur crachaient-ils dessus? Son père, Édouard, lui interdisait formellement de parler de ces hommes. Sa mère, Marguerite, bien qu'étant une femme charitable, partageait les préjugés de son époque sans les questionner. Elle disait que ces hommes n'étaient pas comme eux, qu'ils venaient d'un monde sauvage que la France essayait de civiliser. Mais Pauline voyait autre chose. Elle voyait des hommes qui baissèrent la tête quand on les insultait. Elle voyait leurs mains trembler de froid quand ils montaient en la garde. Elle voyait la photo de famille que l'un d'eux embrassait quand il pensait que personne ne regardait. Elle commençait à comprendre, avec cette intuition terrible des enfants, que le monde des adultes était construit sur des mensonges. André, son frère, répétait les insultes racistes qu'il entendait au café où son père l'emmenait parfois. Il ne comprenait pas pourquoi Pauline le giflait quand il utilisait ces mots. Claire, la plus jeune, avait peur de ces hommes noirs, mais était fascinée par leurs uniformes brillants. Elle ne savait pas que ces uniformes étaient des prêts, que les vrais uniformes étaient à garder pour les vrais soldats français. Un soir de juin, un mois après la photo, Bakary a croisé Pauline au marché. Elle était avec sa bonne, achetant des légumes pour le dîner. Leurs regards se sont croisés. Pauline a voulu s'approcher, mais la bonne l'a tirée brutalement en arrière, menaçant de tout raconter à ses parents si elle osait parler à ce nègre. Bakary a vu la déception dans les yeux de l'enfant. Il a vu aussi quelque chose d'autre. Une détermination. Comme si elle promettait silencieusement qu'un jour, les choses seraient différentes. Cette nuit-là, Pauline a sorti le bouton doré de sa cachette secrète. Elle l'a poli avec un morceau de tissu jusqu'à ce qu'il brille. Elle ne savait pas pourquoi elle le gardait, mais elle sentait que c'était important. Que ce petit objet était le témoin d'une injustice qu'elle ne comprenait pas encore totalement, mais qu'elle refusait d'accepter. Dans son lit, elle a promis à voix basse qu'elle n'oublierait jamais le soldat au regard triste. Les semaines passaient, et l'été 1912 apportait une chaleur étouffante sur Paris. Les soldats coloniaux continuaient leurs exercices, leurs défilés, leurs attentes. Bakary continuait d'écrire à sa mère sans savoir qu'elle gardait ses lettres comme des trésors incompréhensibles. Il continuait de rêver de Fatou, sans savoir qu'elle avait été mariée de force à un autre. Il continuait de croire que la France finirait par tenir ses promesses, sans savoir qu'en 2 ans, il serait envoyé mourir dans les tranchées de Champagne. L'automne 1913 apportait des vents de guerre que tout le monde sentait mais que personne ne voulait nommer. Les documents diplomatiques de l'époque montrent une Europe au bord du précipice, mais dans les rues de Paris, la vie continuait avec une insouciance forcée. Bakary avait appris à lire couramment le français, déchiffrant chaque journal abandonné sur les bancs publics. Il comprenait maintenant les conversations qu'on tenait devant lui, comme s'ils n'existaient pas. Il comprenait que la guerre approchait et que les hommes comme lui seraient les premiers sacrifiés. Un matin d'octobre, Pauline s'est échappée de la maison pendant que sa gouvernante dormait. Elle avait maintenant 10 ans et une conscience aiguë de l'injustice qui l'entourait. Elle est retournée à la place de la République, espérant retrouver les soldats. Elle les a trouvés en formation, s'entraînant pour un énième défilé. Bakary l'a reconnue immédiatement. Cette petite fille aux yeux curieux qui le hantait depuis plus d'1 an. Elle s'est cachée derrière un arbre pour les observer. Elle a vu comment l'officier français les traitait, comme des chiens qu'on dresse. Elle a vu Bakary trébucher, épuisé, et recevoir un coup de bâton. Elle a vu le sang couler de sa lèvre fendue.
Elle a vu surtout qu'il ne protestait pas, qu'il se relevait et reprenait sa place en silence. C'est à ce moment qu'elle a compris ce que signifiait vraiment être invisible. Ce jour-là, elle a couru jusqu'à l'école où elle a défendu les soldats noirs devant sa classe. Le professeur l'a giflé devant tous les élèves. Son père a été convoqué. Il l'a puni sévèrement, lui interdisant de sortir pendant 1 mois. Mais Pauline ne regrettait rien. Elle avait découvert quelque chose de plus fort que la peur de la punition. Elle avait découvert le courage de dire la vérité. Bakary, de son côté, luttait contre ses propres démons. Les lettres qu'il envoyait au Sénégal restaient sans réponse. Il ne savait pas que sa mère les faisait lire par le vieux maître d'école, qui inventait des réponses rassurantes. Il ne savait pas que Fatou avait été mariée et qu'elle attendait l'enfant d'un autre. Il ne savait pas que son père était mort en mer 3 mois après son départ. Il vivait dans une bulle d'espoir qui se fissurait chaque jour un peu plus. Les soldats sénégalais entre eux se disputaient pour des miettes de reconnaissance. Certains essayaient de se faire bien voir des officiers français en dénonçant les autres. D'autres se repliaient dans un silence amer. Bakary essayait de maintenir l'unité, rappelant qu'ils étaient frères dans cette terre étrangère. Mais la faim, le froid et le mépris constant érodaient même les liens les plus forts. Une nuit, une bagarre a éclaté dans le baraquement pour une couverture supplémentaire. Bakary s'est interposé et a reçu un coup de couteau dans le bras. La cicatrice ne guérirait jamais complètement. Le sergent Dubois continuait ses efforts solitaires pour améliorer le sort des troupes coloniales. Ses rapports détaillés sur les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient ces hommes s'accumulaient dans les tiroirs de l'état-major. Il avait même osé écrire directement au ministre de la guerre, lettre conservée aujourd'hui aux archives militaires, où il décrivait comment des soldats français crachaient sur les Sénégalais et comment certains officiers les faisaient dormir avec les chevaux. La seule réponse fut sa mutation imminente. L'hiver 1913 fut particulièrement cruel. 3 soldats sénégalais moururent de pneumonie dans les baraquements glacés. Leurs noms apparaissent dans les registres militaires comme de simples numéros de matricule. Pas de cérémonie, pas de famille prévenue, juste une ligne dans un registre poussiéreux. Bakary a organisé une veillée funèbre clandestine, où les survivants ont chanté les chants de leur terre. Madame Rousseau, la marchande de fruits, a apporté des bougies. Elle était la seule Française présente. Mars 1914. La tension montait dans toute l'Europe. Les journaux parlaient d'alliances, de menaces, de préparatifs militaires. Bakary comprenait maintenant que la citoyenneté promise était un mirage, qu'il n'était que de la chair à canon en uniforme français. Mais il était trop tard pour reculer. Déserter signifiait l'exécution. Rester signifiait probablement la mort aussi, mais au moins avec l'illusion de l'honneur. C'est dans ce contexte qu'eut lieu la rencontre qui changerait tout. Le 12 avril 1914, Pauline s'est à nouveau échappée. Elle avait maintenant presque 11 ans et une détermination d'acier. Elle a trouvé Bakary seul sur un banc de la place, lisant un journal. Il pleurait. Elle s'est approchée doucement et s'est assise à côté de lui. Il a voulu partir, mais elle l'a retenu par la manche. Elle a sorti le bouton doré de sa poche et le lui a tendu. « Je l'ai gardé pour vous », a-t-elle dit simplement. Bakary a regardé ce bouton qu'il n'avait même pas remarqué avoir perdu. Il a regardé cette enfant française qui avait gardé un morceau de son uniforme comme un trésor. Et il s'est effondré. Pour la première fois depuis son arrivée en France, il a pleuré devant quelqu'un. Pauline ne savait pas quoi faire. Elle a posé sa petite main sur celle de Bakary, rugueuse et marquée par le travail. Elle sentait les tremblements de cet homme fort qui s'autorisait enfin à être fragile. Elle ne comprenait pas tous les mots qu'il murmurait en wolof, mais elle comprenait la douleur universelle de quelqu'un loin de chez lui. C'est à ce moment qu'Henri Delmas est passé par là, le photographe qui avait pris la photo 2 ans plus tôt. Il a reconnu la scène, la même petite fille, le même soldat, mais cette fois pas de pose forcée. Juste 2 êtres humains partageant un moment de vérité pure. Il a sorti discrètement son appareil et a pris une photo. Une photo qu'il ne publierait jamais mais qu'il garderait dans ses archives personnelles. Une photo qui montrait ce que la première cachait.
la vraie humanité derrière les uniformes et les différences. Pauline a entendu ses parents l'appeler au loin. Elle s'est levée précipitamment. Avant de partir, elle a regardé Bakary dans les yeux et a fait une promesse qui semblait impossible pour une enfant de son âge. « Je ne vous oublierai jamais », a-t-elle dit. « Même si tout le monde vous oublie, moi je me souviendrai. » Bakary a serré le bouton dans sa main et a hoché la tête. Il ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge. 2 mois plus tard, l'archiduc François Ferdinand était assassiné à Sarajevo. 1 mois après, l'Europe s'embrasait. Bakary et ses compagnons recevaient l'ordre de se préparer au départ pour le front. Dans son dernier journal parisien, daté du 3 août 1914, il écrivait qu'il partait enfin faire ce pourquoi on l'avait amené en France. Mourir pour un pays qui ne voulait pas de lui. Mais il ajoutait qu'une petite fille aux yeux curieux lui avait montré qu'il y avait une autre France. Une France qui valait peut-être la peine qu'on meure pour elle. Le 5 août 1914, à 5 heures du matin, les soldats du 16e régiment de tirailleurs sénégalais montaient dans les wagons à bestiaux qui les emmèneraient vers le front. Les documents ferroviaires de l'époque confirment qu'ils voyageaient dans des conditions destinées au transport du bétail, pendant que les soldats français avaient des wagons de passagers. Bakary serrait dans sa poche le bouton que Pauline lui avait rendu, comme un talisman contre la mort qui approchait. La veille du départ, un miracle s'était produit. Pauline avait réussi à convaincre sa gouvernante de l'emmener à la gare, sous prétexte de voir les soldats partir pour défendre la patrie. Dans la foule qui acclamait les soldats français, personne ne prêtait attention aux wagons sombres où les Africains étaient entassés. Personne sauf Pauline qui cherchait désespérément Bakary du regard. Elle l'a trouvé près d'un wagon, aidant un jeune soldat terrifié à monter. Leurs regards se sont croisés à travers la foule. Bakary a fait un geste pour qu'elle ne s'approche pas. C'était trop dangereux. Mais Pauline a vu ses lèvres former des mots silencieux en français. « Merci, petite sœur ». Elle a porté la main à son cœur en réponse, un geste que Bakary emporterait avec lui dans les tranchées. Les premières semaines au front furent un enfer que même les pires cauchemars de Bakary n'avaient pas anticipé. Les lettres retrouvées dans les archives militaires décrivent comment les troupes coloniales étaient systématiquement envoyées en première ligne. Chair à canon pour épargner les vrais Français, écrivait amèrement un officier colonial dans son rapport confidentiel. Bakary voyait ses frères tomber un à un. Mamadou, le jeune qui pleurait sa mère, fut déchiqueté par un obus le 3e jour. Dans les tranchées de Champagne, Bakary écrivait ses dernières lettres. Une pour sa mère qu'il savait ne pas savoir lire, espérant qu'un jour quelqu'un les lui traduirait. Une pour Fatou, même s'il suspectait qu'elle l'avait oublié. Et une pour la petite fille aux yeux curieux, qu'il ne savait pas comment faire parvenir. Dans cette dernière lettre, conservée dans les papiers personnels d'Henri Delmas qu'il avait mystérieusement reçu, il racontait comment le souvenir de sa promesse était la seule chose qui le maintenait humain dans cette boucherie. À Paris, Pauline suivait les nouvelles du front avec une anxiété que ses parents ne comprenaient pas. Elle avait commencé à tenir un journal intime où elle notait chaque bataille, cherchant des indices sur le sort des troupes coloniales. Les journaux n'en parlaient jamais, comme si ces hommes qui mouraient pour la France n'existaient pas. Elle découpait les rares mentions qu'elle trouvait et les collait dans son cahier, créant une archive de l'invisible. Le 25 septembre 1915, la 2e bataille de Champagne commençait. Les registres militaires indiquent que le 16e régiment de tirailleurs sénégalais fut lancé dans l'assaut frontal contre les positions allemandes les mieux fortifiées. Sur les 800 hommes qui montèrent à l'assaut ce matin-là, moins de 100 survécurent. Bakary était parmi les survivants, mais avec une blessure à la jambe qui le ferait boiter pour le reste de sa courte vie. Dans l'hôpital de campagne, délirant de fièvre, Bakary répétait le nom de Pauline. L'infirmière, une religieuse venue de Bretagne, nota dans son carnet qu'il parlait d'une petite fille et d'une promesse. Elle pensa qu'il parlait de sa fille au Sénégal. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il parlait d'une enfant parisienne, qui avait été la seule à vraiment le voir. Pendant sa convalescence, Bakary apprit que le sergent Dubois avait été tué en essayant de protéger ses hommes sénégalais.
Il avait refusé l'ordre de les envoyer dans un assaut suicide et avait mené la charge lui-même. Son acte de rébellion fut effacé des rapports officiels. Sa famille reçut une lettre standard parlant d'une mort héroïque pour la France, sans mention des hommes noirs qu'il avait essayé de sauver. Mars 1916. Bakary était renvoyé au front malgré sa jambe qui ne guérissait pas correctement. La bataille de Verdun venait de commencer. L'enfer sur terre, selon tous les témoignages. Les troupes coloniales étaient à nouveau utilisées comme boucliers humains. Dans sa dernière lettre, datée du 15 avril 1916, Bakary écrivait qu'il savait que son heure approchait. Il demandait pardon à sa mère de ne pas tenir sa promesse de revenir. Il disait adieu à Fatou qu'il aimait toujours malgré le silence. Et il remerciait la petite Française qui lui avait montré qu'il était humain. Le 18 avril 1916, à 4 heures du matin, l'ordre d'attaque fut donné. Les survivants racontent que Bakary chantait un chant wolof en montant vers les lignes allemandes. Un chant sur les pêcheurs de Saint-Louis qui partent en mer sans savoir s'ils reviendront. Il boitait mais avançait. Il tenait son fusil d'une main et de l'autre, serrait quelque chose dans sa poche. Le bouton doré. L'obus qui le tua ne lui laissa aucune chance. Son corps ne fut jamais retrouvé. Comme des milliers d'autres soldats coloniaux, il disparut dans la boue de Verdun. Son nom fut inscrit sur une liste de disparus, puis oublié. Pas de tombe, pas de cérémonie, pas de reconnaissance, juste un numéro de matricule rayé d'un registre. Mais au moment où Bakary tombait, à des centaines de kilomètres de là, Pauline se réveillait en sursaut. Elle avait rêvé du soldat au regard triste. Dans son rêve, il lui souriait enfin et lui disait merci. Elle ne savait pas qu'elle venait de perdre un ami qu'elle n'avait vraiment connu que l'espace de quelques moments volés au temps. Elle ne savait pas que sa promesse de ne jamais l'oublier venait de devenir un devoir sacré. Henri Delmas, le photographe, avait été mobilisé comme photographe militaire. Par un hasard du destin, il était à Verdun le jour où Bakary mourut. Il ne l'a pas su sur le moment, mais plus tard, en développant ses photos du carnage, il a reconnu un visage parmi les morts. Il a gardé cette photo, trop dure pour être publiée. Sur cette image, on voyait une main noire serrant quelque chose de brillant, un bouton d'uniforme. Après la guerre, Delmas est retourné à Paris, hanté par ce qu'il avait vu. Il a retrouvé la famille Morel et a discrètement fait parvenir à Pauline, maintenant âgée de 14 ans, la lettre que Bakary lui avait écrite. Pauline l'a lue en cachette, pleurant pour cet homme que personne d'autre ne pleurerait. Elle a compris que sa promesse d'enfant était devenue une responsabilité d'adulte. Elle devait témoigner pour ceux qui n'avaient pas de voix. Les années passèrent, comme une rivière lente portant les souvenirs vers l'oubli. Mais Pauline Morel n'oubliait pas. Elle devint professeure d'histoire en 1925, spécialisée dans ce que personne n'enseignait. Les archives de l'École normale supérieure conservent sa thèse révolutionnaire sur le rôle des troupes coloniales dans la Grande Guerre, travail qui fut largement ignoré à l'époque. Elle gardait dans son bureau 2 photos encadrées. La première, officielle avec les enfants souriants et les soldats raides. La seconde, celle qu'Henri Delmas lui avait donnée avant de mourir en 1967, montrait Bakary souriant pendant qu'elle lui rendait son bouton. En 1972, Pauline avait 69 ans quand elle décida qu'il était temps. Les documents de voyage conservés dans ses papiers personnels montrent qu'elle avait minutieusement préparé son voyage au Sénégal. Elle avait retrouvé la trace de la famille de Bakary grâce aux quelques lettres qu'il avait envoyées et qui étaient revenues non distribuées. Elle savait que sa mère était morte depuis longtemps, mais elle espérait trouver quelqu'un qui se souviendrait. À Saint-Louis du Sénégal, la chaleur était écrasante. Pauline, habituée au climat parisien, suffoquait mais continuait. Elle demandait dans son français colonial si quelqu'un connaissait la famille Diouf. « Beaucoup de Diouf », lui répondait-on. « Lequel cherchez-vous ?»« Celui qui n'est jamais revenu de France, disait-elle. Celui qui est parti en 1911 et qui est mort pour un pays qui n'était pas le sien. C'est une vieille femme vendant du poisson séché qui l'a finalement orienté. Mariama Diouf, la sœur de Bakary, vivait dans une petite maison près du fleuve. Elle avait 83 ans et ne recevait jamais de visiteurs français. Quand Pauline a frappé à sa porte,
Mariama a d'abord cru à une erreur. Que pouvait vouloir cette vieille femme blanche? Pauline a sorti le bouton doré de son sac. Elle l'avait fait polir pour l'occasion. Il brillait comme neuf sous le soleil sénégalais. Mariama l'a reconnu immédiatement. C'était le bouton de l'uniforme que Bakary portait sur la photo qu'il avait envoyée à la famille. La seule photo qu'ils avaient de lui en France. Mariama s'est mise à pleurer, des larmes qu'elle retenait depuis 56 ans. Les deux femmes se sont assises sur des nattes à même le sol. Pauline parlait, Mariama écoutait. Elle racontait comment Bakary avait gardé sa dignité malgré tout. Comment il avait appris à lire et écrire en français. Comment il parlait de sa famille avec amour. Comment il était mort en brave, même si personne ne l'avait reconnu. Mariama buvait ses paroles comme une assoiffée boit l'eau. Son frère n'était pas mort invisible. Une petite fille française l'avait vu. Puis Mariama a sorti une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, toutes les lettres que Bakary avait envoyées. Jamais lues, car personne dans la famille ne savait lire le français, mais conservées comme des reliques sacrées. Il y avait aussi une dernière lettre, arrivée en 1916, 2 mois après la mort de Bakary. L'administration militaire informait froidement la famille de la disparition du soldat Diouf, sans autre explication. Pauline a lu les lettres à voix haute, traduisant quand elle pouvait les passages les plus importants. Dans l'une d'elles, Bakary parlait de la petite fille aux yeux curieux. Il disait qu'elle était comme un rayon de soleil dans la nuit parisienne. Qu'elle lui avait rappelé pourquoi il se battait. Non pas pour la France qui le méprisait, mais pour un monde où les enfants comme elle pourraient grandir sans haine. Mariama a alors révélé quelque chose d'extraordinaire. Bakary avait envoyé une dernière lettre, juste avant sa mort. Elle était adressée à une petite fille aux yeux curieux, sans nom ni adresse. Le vieux maître d'école qui savait un peu de français avait traduit quelques phrases. Bakary y parlait d'une promesse. Il disait qu'il avait peur de mourir, mais pas de mourir invisible, car quelqu'un avait promis de se souvenir. Les deux vieilles femmes sont restées silencieuses un long moment. Puis Mariama a pris les mains de Pauline dans les siennes. « Vous êtes la petite fille, n'est-ce pas ?» Pauline a hoché la tête, incapable de parler. Mariama a souri à travers ses larmes. « Alors mon frère n'est pas vraiment mort. Il vit dans votre mémoire. Il vit dans cette histoire que vous racontez. Il vit dans ce bouton qui a voyagé si loin pour revenir chez lui. » Pauline est restée 1 semaine à Saint-Louis. Elle a rencontré toute la famille élargie de Bakary. Elle a vu les enfants qui portaient son nom sans savoir qui il était vraiment. Elle leur a raconté l'histoire de leur grand-oncle héros. Pas un héros de guerre, mais un héros de dignité. Un homme qui avait gardé son humanité dans l'inhumanité. Un homme qui avait trouvé de l'amour là où il n'y avait que de la haine. Avant de partir, Pauline a fait une dernière chose. Elle avait apporté la 2e photo, celle où Bakary souriait. Elle l'a donnée à Mariama. Pour la première fois, la famille voyait Bakary heureux. Ce n'était plus le portrait officiel et raide qu'ils avaient. C'était leur frère, leur fils, souriant à une petite fille française qui avait tenu sa promesse. De retour à Paris, Pauline a créé une petite fondation avec ses économies. La fondation Bakary Diouf, dédiée à l'éducation des enfants sénégalais et à la préservation de la mémoire des soldats coloniaux. Elle a passé les dernières années de sa vie à collecter les témoignages, les photos, les lettres, à construire une archive de l'invisible, à donner des noms aux numéros de matricule. Pauline Morel est morte en 1981, à l'âge de 78 ans. Dans son testament, elle demandait que le bouton doré soit renvoyé au Sénégal, à la famille de Bakary. Elle demandait aussi que les 2 photos soient conservées ensemble, témoins d'une amitié impossible qui avait transcendé les barrières du temps et de l'espace. Aujourd'hui, le bouton et les photos ne sont pas dans un musée. Ils sont dans la maison de Fatou Diouf, l'arrière-petite-nièce de Bakary, professeur d'histoire à l'université de Dakar. Sur son bureau, à côté des photos, une plaque simple. Bakary Diouf, 1889-1916. Il n'est pas mort invisible. Quelqu'un s'est souvenu. Chaque année, Fatou raconte l'histoire à ses étudiants. L'histoire d'un homme qui a traversé la mer pour mourir dans la boue. L'histoire d'une petite fille qui a refusé d'oublier.
L'histoire d'un bouton qui a voyagé plus loin que son propriétaire. L'histoire de comment l'humanité peut survivre à l'inhumanité, si seulement quelqu'un accepte de voir vraiment. Et à chaque fois qu'elle termine l'histoire, elle répète les mots que Pauline avait écrits dans son dernier journal. Nous avons le devoir de nous souvenir non pas des uniformes, mais des hommes qui les portaient. Non pas des batailles, mais des vies perdues. Non pas de la gloire, mais du sacrifice. Car si nous oublions leur humanité, nous perdons la nôtre. Le bouton doré brille toujours sur le bureau de Fatou, poli par les mains de générations qui refusent d'oublier. Parfois, des visiteurs demandent pourquoi elle garde ce vieux bouton. Elle sourit alors et commence. « Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon grand-oncle et d'une petite fille française. Une histoire sur le pouvoir de vraiment voir quelqu'un, même quand le monde entier détourne le regard. Une histoire qui prouve qu'aucune vie n'est invisible, si au moins une personne promet de se souvenir. » Avant de conclure, rappelons que cette histoire est fictionnelle, mais inspirée de réalités historiques douloureuses. Elle nous enseigne que même dans les périodes les plus sombres, un simple geste de reconnaissance peut donner un sens à une vie et sauver une mémoire de l'oubli. Nous ne devons pas seulement nous souvenir des uniformes ou des batailles, mais des êtres humains qui y étaient enfermés. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Pauline face à l'injustice silencieuse de son époque? Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un, souvent ignoré par les autres, avait besoin d'être réellement vu? Pourquoi pensez-vous que certaines histoires restent dans la mémoire collective, tandis que d'autres disparaissent? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour nous montrer que vous partagez cette réflexion. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, racontez une histoire ancienne de votre famille ou de vos ancêtres. Ces récits peuvent inspirer de futures vidéos pour cette chaîne. Merci de tout cœur pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche, de partager ou de commenter, et surtout de cliquer sur la vidéo suivante pour continuer à explorer ces fragments oubliés du passé.